instinctively that if you take something from the earth today, you have to put something back to be able to return to harvest tomorrow. Somehow, when we move to the city, we lose that instinct. We need to create a world that is equitable, that is stable, and a world where we bear in mind the needs of others and not only what we need immediately. We are all in the same boat. Let's say in a cruise, boat sometimes seems too small. Let's say we are all in a cruise. Some may be in the best suites in the boat, others may be in a little dinghy hole somewhere. But if the ship begins to take water, whatever end of the boat you are, whatever your accommodation, we are all at risk. We should reach out and work in partnership with civil society, with the private sector, with foundations, for philanthropies, focusing on the need of the individual. Yes, states are important and their concerns are important, but at the end of the day, it is the citizens and the individual needs which are important. Huge problems like genocide begins with one individual, the humiliation of one individual. And so the focus on individuals and people is the right one. And if we work in partnership and we all do our little bit collectively, we will make a giant contribution. B-News One, le tam-tam du continent. De formation en politique dans la pratique, nous échangeons ce soir avec une figure bien connue de l'opposition camerounaise qui aura flirté avec plusieurs formations politiques avant de se retrouver depuis quelques semaines à la tête d'un parti qui se veut à part. Considéré par certains comme un anticonformiste, le président de l'Alliance patriotique et républicaine du Cameroun fait face à de vives critiques depuis son départ de sa dernière chapelle politique, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Celui qui ambitionne de voir son nouveau parti politique devenir au moins le deuxième du Cameroun à l'horizon 2025 a en effet du mal à se départir de sa réputation de militant rebelle, réputation qu'il traîne depuis le Social Democratic Front pour lequel il a milité pendant plusieurs années. Célestin Diamène, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation d'échange. Bonsoir Bertine et bonsoir à tous les militants de B-News. Merci de me faire l'honneur de m'inviter aujourd'hui. Je crois que c'est une chaîne qui est en train de démontrer sa passion pour le Cameroun et je partage cette passion avec vous. Donc je suis très très heureux d'être là aujourd'hui. Alors nous manquerons de civilité si l'on ne prenait pas les nouvelles de votre nouveau bébé à part. Comment se porte le nouveau parti, l'Alliance patriotique et républicaine du Cameroun, qui a tenu le 12 juin son premier meeting? Oui, c'est vrai que j'en suis le principal initiateur, inspirateur de cette formation politique, mais je dois dire qu'on a été plusieurs à mettre en marche cette machine qui se veut conquérante et ambitieuse. Alors vous faites allusion au 12 juin dernier, samedi dernier, où j'ai entendu présenter le nouveau bébé. Effectivement, l'opinion camerounaise, ça a été fait avec beaucoup de succès, malgré les railleries et les moqueries par-ci, par-là. Mais ça fait partie de la caravane. Je dis que nous, on avance. Donc ça a été un succès total à Daido. Je crois que la plupart des Camerounais ont pris connaissance d'un parti qui a résolument envie de faire les choses différemment. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour répéter les erreurs du passé. APA est un parti, vous savez, qui est un parti entièrement à part, mais qui est dans la République. D'ailleurs, l'un des fondements les plus voyants de notre parti, c'est d'abord la République. Nous défendons les valeurs républicaines, quoi qu'il arrive. Et samedi, j'ai entendu le présenter au public, qui a évidemment très bien apprécié. En tout cas, après le meeting, j'ai eu de très bons retours, aussi bien à l'intérieur du Cameroun que de l'étranger. Donc, il y a tout lieu de se satisfaire de ce parti qui est en train d'inviter tous les Camerounais de toute confession, de toute origine, à
venir afin qu'on puisse construire ensemble. Parce que depuis les années 90, il est établi que aucun parti, aucune personnalité ne peut prétendre changer le Cameroun tout seul, avec un groupuscule de personnes, en raison de leur confession, de leur philosophie ou de leur origine. On ne peut pas. C'est ensemble qu'on va construire ce pays. Et c'est la philosophie de APA, en respectant bien entendu les fondements qui sont les institutions républicaines. Alors, reparlons justement de ce 12 juin. Vous l'imaginez, hein, on vous pose la question depuis que vous avez tenu ce premier meeting récemment chez nos confrères de Canal 2. Vous étiez invité la semaine dernière. On est revenu sur la mobilisation. Je voudrais qu'on en parle encore. La mobilisation au cours de ce premier meeting, une mobilisation qui n'aurait pas été au rendez-vous. Vous avez estimé sur le plateau de Canal 2 que les personnes présentes étaient autour de 400. Est-ce que en termes de mobilisation, vous êtes également satisfait? Je crois qu'il est rare aujourd'hui, j'ai fait la réponse à vos confrères de Canal 2, bien entendu, je n'ai pas l'intention de la changer, mais je dois rajouter qu'il est rare, ma chère Albertine, de trouver aujourd'hui au Cameroun un parti politique, y compris le RDPC, évidemment ils ont les moyens de l'État, ils peuvent organiser des meetings à leur guise, mais je dois vous dire qu'il est rare de trouver un parti, en tout cas d'opposition aujourd'hui au Cameroun, qui puisse mobiliser 300 personnes. On en a fait 400. Donc pour un parti qui a à peine 45 jours de naissance, depuis sa légalisation donc, c'est absolument extraordinaire. Mais est-ce que tu n'es pas un peu loin de ce grand meeting giga que vous avez annoncé? Non, je crois qu'il fallait être à Daïdo pour le voir. Bon, malheureusement, vous n'avez pas eu le temps d'y être, mais je n'en tiens pas gré parce que vous avez beaucoup d'occupations et puis en plus vous êtes à Yaoundé. Je veux dire que c'est un constat que j'ai fait. Mais en même temps, je ne dois pas être défaitiste, même si ça avait été un flop, Je ne peux pas être défaitiste, je peux constater les faits que c'est un flop, mais pas au point d'être défaitiste pour mon parti politique. Donc ce n'est pas une question de louange, c'est une question d'abord de constat. Il y a eu du monde, il y a eu un succès qui a été vu et constaté par tout le monde. Et je dis que ce qui importe, c'est le message que j'ai voulu faire passer. Un message de rassemblement. C'est en rassemblant les Camerounais de toutes origines, de toute obédience, qu'on va construire ce pays. Et surtout le faire en respectant les fondamentaux qui sont les institutions de la République. Vous pouvez pas imaginer qu'on habite dans un immeuble avec des mauvaises fondations. L'immeuble va menacer ruine et tout le monde va mourir un jour parce que l'immeuble va s'écroler. Donc moi je dis qu'aujourd'hui, il y a un message qui est clair, il faut exclure toute discrimination, tout exclusivisme et toute tentative de vouloir ternir l'image de notre pays. On a des idées différentes, des opinions différentes, mais on n'a qu'un seul pays. Moi, j'y tiens particulièrement. Toute personne qui fera allusion à la tribu dans mon parti sera systématiquement exclue. Je dis bien systématiquement. On reviendra tout à l'heure sur la vision de votre parti, mais d'abord sur les déclarations qui accompagnent ce nouveau parti. Vous avez encore dit que vous pensez que à l'horizon 2025, APAR sera au moins le deuxième parti du pays, du Cameroun. Vous basez sur quoi pour un parti quand même qui est là depuis, disons-le, une trentaine de jours, pensez être le deuxième à l'horizon 2025, est-ce que ce n'est pas excessif? C'est quoi l'objectif? C'est quoi la base objective d'une telle déclaration? D'abord, première chose, un constat principiel. Un militant qui manque d'ambition m'inquiète. Quoique président, je demeure un militant. Je suis un militant de APA d'abord et j'ai beaucoup d'ambition pour mon parti. Première chose. Deuxièmement, quand je regarde l'actualité, ces 3 dernières semaines, je suis amené à constater que tout le monde parle de APAR, plutôt en bien, en dehors de quelques égarés qui essaient de s'agiter pour des raisons un peu nostalgiques, ça je peux le comprendre. Mais dans le fond, la plupart des gens parlent bien d'APAR. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec les 329 partis politiques, si en moins de 30 jours, on parle autant d'un nouveau parti, au détriment, entre guillemets, des autres, ça veut quand même dire qu'on a de la consistance. C'est peut-être la nouveauté, M. Djamène. Curiosité aussi. Beaucoup de partis sont nouveaux, mais on n'en parle pas du tout. Vous voyez? Non, il y a une particularité d'APA. D'abord par rapport au message qu'il a envie de véhiculer dans l'opinion, mais en plus parce que je pense que je suis l'initiateur de ce parti. Je suis crédible de par mon parcours. Pour ceux qui me connaissent, bien sûr, j'ai comme tout le monde des détracteurs. Même Jésus-Christ en avait. Ses propres frères juifs l'ont
crucifié. Donc ce n'est pas nouveau. Pour autant, je ne prends pas pour Jésus. Je dis simplement qu'il ne faut pas avoir peur de l'adversité. Tout à fait normal. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez le landerneau politique camerounais, vous avez, pour ne citer que les partis principaux de l'opposition, vous avez le MRC, le SDF, le PCRN, l'ADD, l'UDC, etc., etc. Quand vous prenez un par un ces partis, le SDF, où en sont-ils? Vous pensez qu'ils auront plus de 3 députés en 2025? Justement, je n'en suis pas certain. C'est pour vous dire, on peut les comparer. Comprenez? Prenez l'UPC qui est éclaté en 1000 morceaux, le PCRN qui fait du mieux qu'il peut, mais qui n'ont pas le monopole dans toutes les villes du Cameroun, et je ne parle même pas du reste. Ça veut donc dire qu'on a un boulevard, à condition que nous travaillions. Ce n'est pas pour dormir sur nos lauriers. Donc, en vertu de tout cela, sur cette base objective, ce n'est pas la subjectivité objective, je peux donc me projeter. Et de penser, ambition y est donc, qu'à l'orée 2025, nous serons au minimum la deuxième force politique de ce pays. Justement, c'est quoi la deuxième force politique d'un pays? C'est quoi être le deuxième parti d'un pays? C'est celui qui est représenté à l'Assemblée nationale? C'est celui... Aujourd'hui, le deuxième parti, c'est 330. Aujourd'hui, c'est lequel le deuxième parti? Le premier, c'est le RDPC. Le deuxième, c'est lequel? Au Cameroun? Au minimum, ce sera le APAR. Actuellement, le deuxième. Non, actuellement. Le deuxième, c'est le PCRN. De l'opposition. De l'opposition, oui. C'est le deuxième parti. Le premier, l'opposition, avec, je crois, 8 mairies, si ma mémoire ne fait pas de mauvais jeu, avec 5 députés. Donc, la deuxième force politique du Cameroun à l'heure actuelle, c'est le PCRN. Ben oui, parce que pour moi, je juge un parti politique sur son poids électoral. Le SDF, par exemple, a moins de 6 mairies. Le PCRN en a 8, 7 ou 8, disons 8, et 5 députés. C'est donc mathématiquement le premier parti de l'opposition. Mais à quoi juge-t-on un parti politique? Sur son poids électoral. Il n'y a rien d'autre. La politique, ce n'est pas des grands discours, c'est des discours justes. La politique, ce n'est pas des grandes philosophies, ce n'est pas des ONG, c'est le pragmatisme, c'est le pouvoir. À quoi sert un parti politique? Quel est le rôle, Albertine, d'un parti politique? Un parti politique a vocation à convaincre les militants, à convaincre l'opinion sur son projet de société, à conquérir des suffrages, à prendre le pouvoir, à l'exercer et si possible à le conserver. Comprenez? Donc ceux qui ont le plus d'élus constituent la tête de liste. C'est aussi simple que cela. Ce n'est pas de la philosophie la politique, c'est du pragmatisme, c'est du concret la politique. Est-ce que ce n'est pas le reproche qu'on vous fait souvent justement, Célestin Djamène, est-ce que ce n'est pas le reproche que vous-même vous avez fait à ces partis politiques auxquels vous avez appartenu, par exemple SDF, à qui vous reprochez de se contenter seulement d'être la première force de l'opposition lorsque vous y étiez, au MRC, par exemple, à qui vous avez, je vais reprendre vos termes à l'époque, vous reprochez de pérorer, je crois, d'être à la deuxième place de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, vous avez un parti politique et vous voulez être deuxième ou premier de l'opposition. Est-ce que vous ne retombez pas dans ce que vous reprochez aux autres? Non, parce que d'abord, je n'ai pas peur des reproches. Sauf qu'il faut parfois savoir s'en nourrir, tirer le bon grain de l'ivraie. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que je n'ai pas dit qu'on sera la deuxième force. J'ai dit qu'on sera la deuxième force au minimum. Au minimum. Ça change tout. C'est comme si j'avais l'ambition d'être que le premier parti de l'opposition. Effectivement, dans ce cas-là, je prendrai à mon compte votre reproche. Mais ce n'est pas ce que je dis. J'ai dit simplement parce que le RDPC est déboulonnable. Ils ne sont pas indéboulonnables. C'est la raison pour laquelle je parle au minimum de la deuxième force politique. C'est-à-dire que je ne me contente pas, comme ceux qui m'ont précédé dans d'autres partis politiques à l'époque, que vous connaissez, d'être le premier parti de l'opposition. C'est manquer d'ambition. Donc je dis que je tiens compte de l'espace politique camerounais, que nous serons au minimum la deuxième force politique de ce pays. Et donc, ceux qui m'ont compris, m'ont compris. Quelle est l'idéologie de APAR? Bien, APAR, c'est d'abord un parti républicain. C'est-à-dire que notre fondement le plus connu, c'est d'abord la République et ses valeurs. Ces valeurs, ça veut dire qu'il faut être tolérant dans la vie. Ce n'est pas parce que je pense différemment de vous qu'on doit entrer en guerre. La politique, ce n'est pas une question de proximité sociologique, c'est d'abord une question de mouvement d'idées, d'échange d'idées. Il arrive même que dans un même parti, qu'il y ait des courants de pensée. Mais à condition qu'on converge vers l'unité. Les débats sont autorisés au sein d'un parti politique. Mais on débat pour être éclairé. Une fois qu'on est éclairé, on arrête une décision commune et on présente à la face du monde une décision de l'entité.
Donc, c'est d'abord le principe de la tolérance et de la discipline. Ensuite, le principe du respect de nos institutions. L'opposition, la mauvaise opposition, la vieille opposition qui râle depuis des décennies, elle sait très bien qu'une fois au pouvoir, ils ne vont pas dissoudre les institutions. Vous ne dissoudrez pas l'armée, vous ne dissoudrez pas la police, vous ne dissoudrez pas, comment dirais-je, l'Assemblée nationale, les tribunaux. Ce n'est pas possible. On peut les améliorer, mais on ne peut pas les remettre en cause. Et ne pas les remettre en cause, ça veut dire qu'il faut les respecter. Vous ne verrez jamais un militant de la part dire qu'il est prêt à brûler le drapeau ou à déchirer le drapeau national ou alors à ternir l'image du Cameroun. Le Cameroun n'a rien à voir avec la politique d'un gouvernement. Moi, je critique le gouvernement. Je peux critiquer comme n'importe quel gouvernement, mais je respecte mon pays, ma patrie, l'image de mon pays. Parce que quand nous sortons, c'est le Camerounais qu'on voit, qu'on regarde. C'est le Cameroun qu'on regarde. Ce qui ne m'empêche pas de dire ce que je pense c'est un acte gouvernemental. On ne vous a pas dit de faire chorus avec le gouvernement, jamais de la vie. Mais respectez le Cameroun. Parce que nous avons un pays. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'option de la sécession n'est pas admissible chez APAR. Nous combattons toutes celles et tous ceux qui pensent tant soit peu qu'il y ait une possibilité de partager, de diviser, de séparer le Cameroun. Est-ce qu'il n'y avait pas un parti politique, un autre, il y en a plus de 300 au Cameroun, qui aurait pu, dans lequel vous auriez pu adhérer après votre départ du MRC? Pourquoi avoir eu envie de mettre vous-même sur pied un autre parti politique? 300 partis politiques, vous n'avez trouvé aucun au Cameroun qui puisse répondre à vos aspirations? Vous savez qu'en 1990, quand le président Biya lance le multipartisme, il y avait 0 parti. Il n'y avait que le RDPC qui existait. Et avant lui, il y avait l'UNC. À partir de 91, il y a eu environ une dizaine de partis politiques. On peut le comprendre. Mais la plupart des partis politiques qui ont gonflé l'effectif jusqu'à aujourd'hui, à atteindre 330 partis, c'est bien des partis qui sont venus quand il y avait déjà plus de 100 partis. Donc on aurait pu leur poser la même question. Pourquoi n'avez-vous pas adhéré avec, chez Gustave Essaka, avec le DIC à l'époque? Pourquoi n'avez-vous pas adhéré à l'UDC, au SDF, etc. Si vous me posez la question, je dirais parce que je voudrais être leader d'un parti. Est-ce que c'était ça votre souhait? Tout, pas du tout. Si je voulais être leader, j'aurais pu créer un parti avant d'adhérer au SDF. J'ai adhéré en 97. Donc, c'était pas vraiment une raison, c'est pas un argument. Je veux dire par là que, justement, parce que j'ai fait ces partis-là, ces 2 partis-là, et parce que je me suis rendu compte de la dérive, du déclin progressif de ces partis-là, j'ai donc décidé, pour ce qui me concerne, de mettre en place une structure qui a l'ambition de faire la politique différemment, en tout cas autrement. Donc, si vous prenez par exemple le cas d'un parti comme le PCRN, bon, qui a été mis sur les fonds baptismaux en 2017, vous aurez pu demander au président Cabral, que je respecte beaucoup, d'adhérer à un autre parti politique. Non. Donc, ce qui est sûr, c'est que ce qui compte, c'est le programme politique. Il est différent des autres. Le message qu'on a envie de faire passer aux Camerounais, tout simplement. Le MRC, par exemple, né en 2012. On aurait pu demander à M. Camteau d'adhérer à un autre parti aussi déjà existant. Hein? Bon, on n'a pas posé la question. Donc, le débat n'est pas là. Le débat, c'est de savoir, est-ce que votre message apporte une valeur ajoutée aux landerneaux politiques? Je ne vous apprends rien. On va quand même en parler. Vous savez qu'il y a certains qui estiment aujourd'hui qu'après avoir attendu en vain votre heure de gloire dans les partis auxquels vous avez appartenu. Alors, vous avez mis aujourd'hui sur pied cette formation politique pour essayer de tendre la main d'une façon ou d'une autre, si ce n'est pas encore le cas, au régime en place, et espérer de ce fait recevoir ce que vous avez investi dans la politique, travailler sous cap pour le régime. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent ainsi? Je vous répondrai qu'on Il faut dire que les arguments de cela, j'ajoute, c'est que votre discours est de plus en plus dilué depuis que vous êtes parti, par exemple, du mouvement de la Renaissance du Cameroun, M. Célestin Djamel. Oui, c'est plutôt les nostalgiques qui n'ont pas supporté mon départ du MRC qui le disent. C'est des gens qu'on identifie très facilement. Il n'y a qu'eux qui en parlent comme ça. Parce que quand on dit mon discours est dilué, il faut pouvoir le démontrer. J'ai toujours été républicain et je le demeure. Peut-être me demandait-on d'être encore plus virulent comme à l'époque. Ça peut se discuter. Mais le fond de mon discours... Vous ne l'êtes plus, comme à l'époque. C'est à vous de juger. Vous de juger. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il fait davantage valoir, comment dirais-je, ma préoccupation pour la République, qui est le bien commun à tout le monde. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens sortent des déclarations, des affirmations totalement gratuites,
sans pouvoir démontrer. En quoi le discours de Célestin Djamène s'est dilué par rapport il y a 20 ans, 22 ans? Il ne démontre rien du tout. J'ai toujours pensé qu'il faut être, comment dire, en termes d'opposition, il faut être une opposition républicaine et constructive. Dénoncer quand ça l'est et accepter parfois que l'adversaire pose des actes utiles et le dit. Ce n'est pas adhérer ou faire fusion, non. Simplement dire que quand je sais admettre que l'adversaire a fait quelque chose de bien, ma critique, quand elle arrive, sera d'autant appréciée. Parce que je suis objectif aussi. J'ai mes convictions. Il n'y a personne, je n'accepte personne, que personne puisse dicter la conduite à part, ou à moi, en ce qui me concerne à titre personnel. Question simple, M. Célestin Djamène. Depuis quelque temps, on en parle. Depuis, les journaux ont un peu arrêté ces derniers temps, mais certainement la question reviendra, le sujet sur les remaniements ministériels. Si M. Célestin Djamène, aujourd'hui, est appelé à servir son pays dans un poste ministériel, quelle serait votre réaction? Vous irez? Mais écoutez, oui ou non? je vous dirais que quand je regarde un peu dans les rétroviseurs, je me souviens d'un certain Henri Aubélin, qui était un grand dirigeant de l'UPC, qui en 1997 a été ministre d'État, ministre de la Recherche scientifique. Il n'était pas du RDPC. Il est venu pour servir la République. Il était appelé par le président de la République. Je me souviens également de M. Frédéric Augustin Kodoc, qui était également militant de l'UPC, qui était au gouvernement pour servir la République. Grand économiste, on a fait appel à ses capacités. Je me souviens aussi d'un certain M. Maurice Kamto, qui a accepté d'entrer au gouvernement, alors même qu'il avait, comment dirais-je, travaillé avec le SDF pendant plusieurs années. Il a accepté de rentrer au gouvernement par rapport à ses capacités à servir la République. Donc, pourquoi voudriez-vous que Célestin Djamène, qui est évidemment camerounais comme ses trois précédents, refuse automatiquement parce qu'il s'agit du gouvernement de la République? Non, la République, c'est pas pour servir un individu. Quoi qu'on en pense, la République, c'est pour servir un enjeu républicain. Et c'est pour aussi mesurer sa capacité à servir le pays. C'est de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, rappelez-vous, dans un pays que vous connaissez peut-être un peu bien que les autres, la France, Bernard Kouchner, socialiste, a servi dans le gouvernement de M. Sarkozy, qui était un homme de droite, c'est connu. Et donc, il a servi son pays avec foi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas servir un individu. Parce que si entre-temps, le président n'est pas là, parce qu'il a empêché, parce qu'il est décédé, parce qu'il est vacant, et bien évidemment, ce ministre continuera à servir. Ça se passe comme ça dans tous les pays du monde. Donc ce qui importe, c'est d'abord l'éducation, la formation politique. Pourquoi fait-on de la politique? Parce qu'on a envie d'apporter ce qu'on a, les tripes qu'on a, au service de son pays. Tout simplement. Monsieur Célestin Djamène, je vous propose de prendre une petite pause. Nous allons revenir dans quelques instants pour la suite de cet échange. Nous parlerons bien sûr encore de votre nouveau parti à part, mais également de quelques sujets d'actualité. À tout de suite. C'est le moment! Avec StarTimes, profitez dès aujourd'hui du meilleur de la télévision numérique. Le décodeur HD est à seulement 1000 francs avec parabole offerte. Oui, 1000 francs CFA. Plus de 160 chaînes en français et en anglais. Les meilleurs programmes télé au rendez-vous. Des films, des novellas, de l'information, de la musique, des dessins animés, les plus grands championnats de foot et surtout les matchs de l'Euro. Rendez-vous dans nos points de vente ou contactez-nous 654 800 800 655 111 111. StarTimes. Changer de vision. Retour sur ce plateau, nous échangeons ce soir avec le président de APA, l'Alliance patriotique et républicaine du Cameroun, M. Célestin Djamène. On espère que ça se passe bien depuis le début de cette émission.
Oui, tout à fait, tout se passe très très bien. Je crois qu'il y a des points sur lesquels on va peut-être revenir. Mais Bien sûr, on reviendra, je l'espère, sur tous les points. D'abord, le 16 octobre 2020, le magazine panafricain Jeune Afrique, dans sa version web, publiait cet article que nous avons en image vous concernant. Il vous présentait justement comme un personnage atypique dans cet article, ambitieux, qui revendique donc sa liberté de ton, sans crainte d'aller à l'encontre de sa ligne officielle, la ligne officielle de votre parti d'antan, le MRC. Si bien qu'aujourd'hui, c'est au sein de son propre parti que ses détracteurs sont les plus nombreux, écrivait le magazine à cette époque-là. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, cette mésentente que l'on a sentie avec plusieurs militants du MRC, alors que vous étiez même encore dans ce parti? Qu'est-ce qui aurait expliqué cela? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'être un militant discipliné ne veut pas forcément dire être un militant muselé. Même si on doit garder une certaine liberté de ton, on doit le garder dans le cadre de la discipline du parti. J'ai toujours été un militant discipliné. Ah bon? À tous égards, ben oui. Le fait de s'exprimer librement sur un sujet, donner son avis, ne pas dire qu'on est indiscipliné. Dans les grands partis dans le monde, il y a ce qu'on appelle des courants de pensée qui sont acceptés dans les partis politiques. Ce n'est pas qu'au Cameroun, et ce n'est pas qu'en Afrique, c'est partout dans le monde. Ça veut dire que sur le point précis concernant Jeune Afrique, il faisait allusion, quand j'étais au MRC, de l'histoire du boycott. Parce qu'en vérité, ce qui s'est passé, c'est que, autant sur les sujets quotidiens, le président d'un parti est la vitrine légale qui gère au quotidien les affaires courantes du parti. Mais il y a des sujets fondamentaux. Il y a des sujets d'envergure. Je pense par exemple, au boycott, au changement de nom du parti, à une alliance avec un autre parti politique. Dans ce cas-là, il y a un cadre du parti qu'on appelle soit le comité central, le directoire, le comité exécutif, qui est là pour nourrir la décision du président national, même s'il est le porte-parole officiel et légal, naturel du parti politique. Donc, sur un sujet tel que le boycott, j'estimais que c'était un sujet suffisamment important. Il s'agit de la présence sur l'échiquier politique du Cameroun ou non d'un parti politique. Et dans ce cas-là, il faut au minimum solliciter l'avis de vos cadres, de votre garde rapprochée. Ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été fait. Il y a eu un semblant de conseil national, mais un semblant seulement. Ceux qui y étaient ont témoigné. Je n'invente rien du tout. Il y a eu un semblant de conseil national pour essayer de cautionner le fait que ça n'était pas une décision unilatérale. C'est faux. Dans ce cas-là, le rôle d'un militant politique, ce n'est pas de se taire, c'est de sauver un bateau qui est en phase de couler. J'ai joué mon rôle que d'autres n'ont pas joué à l'époque. Parce que si on ne dit jamais rien, on se contente de coller des affiches, de bavarder, mais quand arrive le moment de passer à l'essentiel, on se tait, ça veut dire qu'on est complice, n'est-ce pas, de la mort du parti. Je ne voulais pas l'être. Le MRC à l'époque avait bien sûr des atouts. C'était un parti qui était au pic de son audience, qui était au pic de sa popularité, qui avait toutes les raisons de penser qu'ils avaient des sièges à conquérir, à grappiller à l'Assemblée nationale, qu'ils avaient des mairies à conquérir dans tout le Cameroun. Alors, est-ce que c'est de là qu'est parti le divorce avec ce parti? On le sait tous, vous n'avez jamais digéré, on va le dire comme ça, ce boycott-là. Est-ce que c'est de là qu'est parti le divorce? C'était un sujet essentiel, je vous le dis, parce qu'un parti politique n'existe que s'il a un certain poids électoral. Parce que comment voulez-vous, quand vous allez au ministère de l'administration territoriale pour immatriculer votre parti, vous présentez au ministère votre projet de société. C'est quoi? C'est votre menu pour diriger le Cameroun. On dirige le Cameroun comment? En allant aux élections. Ce n'est pas par les armes, en tout cas je suis contre. Moi je suis pour l'option des urnes et pas des armes. Donc si vous cherchez à conquérir des suffrages, vous êtes tenu à aller aux élections. Je dis bien tenu. Pourquoi? Parce que d'abord... Même si le code électoral ne vous convient pas. Mais c'est même parce si que... vous estimez que les mécanismes mis en place ne permettent pas que le jeu électoral soit crédible et équitable pour tous. C'est exactement pour ça, Bertin, qu'il faut envoyer des représentants à l'Assemblée nationale défendre cette cause-là. J'étais l'un des rares hommes politiques au Cameroun à créer un forum code électoral pour tous. Ça veut dire que tout le monde doit y mettre du sien pour qu'on ait dans ce pays un jour un meilleur code électoral. Mais comment y parvenir? C'est pas en restant au quartier. Le boycott, c'est le quartier.
C'est le quartier. Alors, pour être visible, permettez-moi, allez-y. c'est un sujet important, pour être audible et visible, vous devez aller conquérir et voire même arracher le pouvoir. Ça ne se donne pas, le pouvoir. Il s'arrache. Ça veut dire qu'il faut aller dans les instances indiquées pour. Il faut aller aux élections, défendre vos aspirations, envoyer des ambassadeurs au Parlement pour défendre la cause d'un meilleur code électoral. Maintenant, quand on boycotte, quel est le plan B? Quelle est la suite? Le SDF l'a fait. Le MRC n'est pas le premier. En 92, ils ont boycotté l'élection législative. Suite, zéro. Ils ont récidivé en 97 en boycottant l'élection, je crois, présidentielle. Suite, zéro. Et en 99, toute honte but, ils ont dit, dans une résolution officielle publiée, plus jamais le SDF ne boycottera les élections. Good or bad laws, we shall go to the elections. Ça veut donc dire qu'on doit tirer les conséquences de cette jurisprudence SDF. On ne peut pas de manière rationnelle, dans ce pays en tout cas, boycotter et s'attendre à quelque chose. La preuve, c'est que le boycott, au jour d'aujourd'hui, celui de 2020, ça a produit quoi? Le peuple camerounais n'est pas un peuple automatiquement insurrectionnel. Vous comptez sur qui? Sur les milices armées? Vous voulez créer une milice armée pour déloger M. Biya? Vous voulez créer quoi, une insurrection dans le pays? Il faut être sérieux. Même si on n'a que 10 députés, c'est déjà pas mal. Si les 10 députés sont résolus, s'ils sont décidés à défendre vos aspirations, eh bien, coûte que coûte, l'ordre du jour tiendra compte de cette disposition. Jean, vous demander avec du recul, comment est-ce que vous avez apprécié ce boycott? C'était quoi l'objectif, j'ai envie de demander? Je n'en sais rien. L'objectif de ce boycott des élections? C'est une histoire abracadabrantesque. C'est totalement loufoque. Vous ne pouvez pas vous imaginer que les gens préparent une élection, préparent le terrain, créent des unités, créent des comités partout, de soutien partout. Et le jour J, dernier jour de la clôture de liste, en plus, à quelle heure? Heure de la fermeture du trésor public, qu'on vous annonce à la figure qu'on n'ira pas. Ça manque d'élégance politique. Et c'est suicidaire, c'est un acte de suicide politique. Très bien. Il y a quelques militants ou sympathisants de ce parti qui, à l'époque déjà, avaient apporté quelques réponses à vos sorties, justement à votre position, puisque vous n'acceptiez pas. On va un peu revenir sur ces militants qui on espère avec le concours de notre réalisation, qui avaient donc voulu, d'une certaine manière, vous répondre. On va commencer par ce dernier, que vous connaissez certainement, M. Faustin Soudjou. On ne peut pas vouloir renaître et pleurer comme un enfant les postes de mère. Il s'adressait à vous, on n'a pas déroulé toute cette sortie. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce qu'on peut vouloir renaître? Puisque justement on est dans le mouvement de la Renaissance qui a sa vision de la politique et revendiquer des postes de maire. Est-ce que ce n'est pas réducteur pour un... Je peux dire aussi qu'on ne peut pas vouloir renaître et pleurer comme un enfant les postes de président élus. Je peux dire exactement la même chose. La différence c'est quoi? Rien du tout. Aucune différence. Maintenant, je reviens sur le fond de la question. On croit que être maire, ça se donne. Si vous êtes un grand parti et que vous investissez un mauvais candidat, il va faire flop, hein? C'est pas sûr qu'il gagne. On l'a vu dans le passé. On l'a vu dans le passé. Donc, on ne donne pas un poste de maire. Il faut déjà le mériter. On le mérite comment? Par le suffrage, la confiance que les électeurs vont vous donner. On ne donne pas un poste. On investit un candidat. Le candidat fait son boulot. S'il le fait bien, bien sûr qu'il sera élu maire ou président de la République. S'il le fait mal, il ne sera pas élu. Donc, il faut arrêter cette stupidité qui consiste à dire que on est venu chercher un poste au MRC. Ça veut dire quoi en français? On est venu chercher un poste. Autre réaction. Non, vous voyez, il faut que le cerveau travaille. Parce que j'ai l'impression que chez certaines personnes, le cerveau n'est pas un organe essentiel. Donc il faut quand même réfléchir. Est-ce qu'on va donner un poste de maire? Ça passe par une élection. Jamen pourrait être élu comme il peut ne pas être élu, quoique investi par le MRC. Une autre réaction, Oui. M. N'Djamène, Wilfried Kava, que vous connaissez très bien, sympathisant également du MRC, ceux qui ont tourné le dos à Camto ont confondu Renaissance à Reconnaissance. Il est dans le même esprit que le premier. Voilà, donc même réponse, si c'est le même esprit. Et puis de toute façon, je pense qu'à vouloir trop parler, à défaut de reconnaissance, parlons un peu de restauration de la pensée, d'un méthode de pensée. Il faut que les gens apprennent à penser. Ça veut dire quoi reconnaissance? Définition du mot reconnaissance. Non, c'est militant. Je sais que pour avoir un poste électif, il faut le mériter. Ça ne se décide pas sur un bout de crayon, sur un bout de papier. Ça ne se décide pas. Nous, on bat campagne, vous savez.
La campagne dure, c'est pas la campagne officielle qui dure 15 jours, c'est parfois la pré-campagne. On mouille le maillot. Donc ceux qui s'agitent, qui disent par fanatisme pur et simple, parce que ça c'est du fanatisme, vous voyez bien que c'est du fanatisme, il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucune rationalité dans ce qu'ils disent, que ce soit le précédent ou celui-ci, il n'y a aucune rationalité. Puisqu'on bat campagne pour être maire, on bat campagne pour être président de la République. On ne va pas, le jour du marché, aller cueillir le poste de maire, de député ou de président de la République. C'est quoi ce raisonnement-là? Non! APAR ne boycottera jamais des élections. Parce que APAR est républicain, comprenez? APAR est républicain, et d'ailleurs même, je vous dirais, et même légaliste. Je vous dirai pourquoi. Quand vous regardez la loi de 1990, numéro 55/90, du 30 décembre 90, concernant la création des partis politiques, article 1er, je cite, « Tout parti politique s'engage à concourir à l'expression du suffrage. » Je dis bien « s'engage ». Tout parti politique s'engage. Alors, si effectivement on applique avec sincérité cette loi, avec sévérité cette loi, évidemment ceux qui boycottent seront sanctionnés, puisque c'est une loi. Il faut donc la respecter. Conquérir, c'est prendre part à une élection pour briguer le suffrage des Camerounaises et des Camerounais. Ceux qui ne le font pas courent le risque d'une sanction juridique. Moi, je dis que APAR respecte les lois du Cameroun. On n'est pas comme les autres. APAR se veut républicain. Le fait qu'il soit en désaccord avec un gouvernement ne m'empêche pas de prendre part aux élections organisées par Elecam ou par la République. Donc, il faut aller aux élections pour défendre ses points de vue, parce qu'en vérité, c'est quoi une campagne électorale? C'est une tribune. Vous prenez à témoin les Camerounaises et les Camerounais pour faire parler votre projet. Ce n'est pas une question de lâcheté. On va devant les Camerounais parler. Le SDF a été plus radical que le MRC à l'époque. Le SDF est allé aux élections en 96 déjà. 96 et en 92 même aux élections présidentielles. Et beaucoup de personnes disent, à tort ou à raison, que le Tiaman avait gagné. Comprenez? Et d'ailleurs, la première législative 97 auquel a préparé le SDF, c'était 45 députés. Ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Donc nous rejetons comme ça la possibilité pour les MRC d'avoir plus de 40 députés. Ça n'a pas de sens du tout. Monsieur César, est-ce que vous regrettez votre passage au MRC? Il a été le plus court, c'est pour ça que j'en parle. C'est pas que je fais une fixation sur le parti. Vous avez passé beaucoup plus de temps au STF. Le MRC, ça a été relativement court. Est-ce que vous regrettez votre passage dans ce parti politique? Sinon, qu'est-ce que cela vous a apporté? Je crois que je n'ai pas le temps de regretter des choses dans ma vie. Je suis très heureux d'être aujourd'hui à la tête d'un parti qui s'appelle APAR. On a beaucoup de défis à relever. On a beaucoup de défis sur le plan de la santé publique. En ce qui concerne la couverture maladie universelle, on a beaucoup de choses à faire sur le plan économique, sur le plan de l'industrialisation stratégique. Parce que je vois que beaucoup de nos entreprises se confient aux étrangers, aux multinationales étrangères, comme Rail, comme Water, etc. Et donc, on a beaucoup de préoccupations. Quand je pense, par exemple, à les langues que nous parlons aujourd'hui, le français et l'anglais, qui sont des langues coloniales. On a envie d'une langue africaine instaurée au Cameroun. Je suis beaucoup préoccupé également par le service militaire, des jeunes qui n'ont plus la notion de la patrie, du patriotisme. Il faut restaurer un service militaire au minimum de 6 mois. Je suis beaucoup inquiet pour ceux qui négligent la diaspora aujourd'hui, parce que la diaspora est devenue une force. Plus de 8 millions de Camerounais vivent à l'extérieur du Cameroun. Ils ne sont pas qu'un poids, ils ne sont pas que d'une importance économique. C'est aussi les citoyens à part entière. Ce n'est pas que les agités et les agitateurs qui ternissent l'image du pays. C'est toute la diaspora silencieuse. Il faut en tenir compte. Je suis beaucoup préoccupé en tant que président de APAR par l'unité nationale mise en mal par le sécessionnisme. Comprenez? Je suis beaucoup préoccupé par effectivement comment dirais-je, par la place de la sécurité, de la défense nationale dans ce pays. Je suis pour une armée républicaine, mais également une armée du peuple. Il faut que le peuple travaille en synergie avec son armée. Voilà les thèmes majeurs de APAR. Il faudrait y revenir. Je n'ai pas le temps de regretter. Mon passé, c'est mon passé. Ça ne regarde que l'histoire. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de regarder devant. Qu'est-ce que APAR propose pour le Cameroun de demain? C'est ça qui m'intéresse. Et je pense qu'on a des thématiques extrêmement importantes. Il y en a 21 piliers dans nos projets de société. Mais je vous en fais part d'au moins 4 ou 5 qui sont importants
urgent pour nous. J'ai envie de dire également que vous avez quand même la chance d'être militant cadre même dans 2 partis politiques de l'opposition qui, malgré tout, comptent. De cette expérience, quels sont pour vous les tares de l'opposition camerounaise actuelle? Je pense qu'à Bertine, il est important dans la vie d'une personne physique, comme dans la vie d'un parti politique, d'une entité morale, de savoir faire son bilan. Ça fait 31 ans que nous sommes dans l'opposition. Après 31 ans, qui est un délai raisonnable, c'est même une génération et demie, on doit pouvoir s'asseoir, regarder derrière soi, mais quel est le parcours qu'on a fait? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi nos stratégies n'ont pas marché? Et trouver les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, apporter des correctifs possibles, ça n'est pas ce qui a été fait. Il n'y a même pas de livre blanc de l'opposition, vous vous rendez compte? C'est extrêmement grave. Alors, À qui la faute? la faute, c'est ceux qui incarnent la vieille opposition, à part incarnent la nouvelle opposition. Cette manière de faire qui n'a plus rien à voir avec le passé. Il y a une vieille opposition désuète et caduque qui n'a plus sa place dans des prétentions de changement. Concrètement. Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est les gens qui se contentent d'être des leaders d'opposition, d'avoir leur petit statut. Ils ne s'inquiètent plus de l'avenir du Cameroun. Or, l'opposition est à la politique ce que l'oxygène est au poumon. Il faut respirer. On a envie de se remettre en cause en permanence. Quand une manière de faire n'a pas fonctionné, on doit avoir la lucidité de s'asseoir et de s'interroger sur le pourquoi de ce dysfonctionnement. C'est pas ce qui a été fait. Donc, à part, bien sûr, avec le passé que j'ai à titre personnel et que je transmets à mes militants, ne pourra plus commettre les erreurs du passé pour le bonheur du Cameroun. J'estime qu'il faut éviter de reconsidérer qu'un parti politique est au-dessus du Cameroun. Un parti politique, c'est un véhicule qui est là pour proposer un projet aux Camerounais. Ce n'est pas un regroupement familial ou villageois. C'est complètement débile de penser qu'on va faire, n'est-ce pas, d'un parti politique un refuge des gens de son ethnie. C'est totalement démentiel. Le Cameroun a la chance d'être un pays cosmopolite, d'être un pays divers. La diversité, c'est notre chance. Moi, je suis ravi de manger du mbongo, du sanga, de manger du koki, de manger du konchap, de manger tout. C'est un exemple culinaire, mais qui peut en dire long sur la société camerounaise. Ça, c'est le côté culturel. Mais avec ça, on peut faire une société forte. Le Cameroun a sa place, à sa première place au niveau du continent. Et même dans le monde, on peut jouer le premier rôle. Mais si on n'est pas unis, si on n'est pas conscient qu'on est un grand pays, on ne va nulle part, évidemment. Monsieur Célestin Djamé, nous arrivons à une escale obligatoire de cette émission. Ça s'appelle rubrique ce qu'ils pensent de vous. On a recueilli quelques avis de personnes que vous connaissez certainement, peut-être pas, mais qui nous disent ce qu'ils pensent de vous et peut-être également de votre nouveau parti. On va commencer par cette première vidéo qui nous a été envoyée donc par l'auteur lui-même. Célestin Djamé, je dirais que c'est un acteur politique qui est en vue dans l'espace camerounais depuis pratiquement 20 ans déjà. Son combat au sein du SDF est connu. Je dirais que Célestin Djamé, moi je le définis comme un acteur politique de conviction au départ. Conviction parce qu'il a démontré à travers son engagement au sein du Social Democratic Front qu'il croyait fondamentalement aux idées de ce parti-là, qu'il était véritablement engagé dans cette formation politique pour l'idéologie qu'elle incarnait et surtout pour la poursuite des grandes actions menées par ce parti dans les années 90. Et chemin faisant, Célestin Djamé, moi j'ai vu en lui beaucoup de déceptions au regard de ce qui s'est passé dans le SIF, des démissions en cascade. On a vu l'usage abusif du 8-2 qui mettait hors jeu systématiquement tous ceux qui visiblement avaient des ambitions grandes au sein du Social Democratic Front. Déçu du SIF par son fonctionnement, il a cru pouvoir rebondir au sein du MRC parce qu'en 2018, il y avait une vague
MRC, qui annonçait donc la politique qui se fera autrement, qui annonçait un certain rajeunissement, une certaine remobilisation de la classe politique. Et également, dans ce MRC-là, ce qui s'est produit par la suite avec la surprise servie par le professeur Maurice Kamto dans le boycott, a fait que Célestin Djamène, une fois de plus, s'est retrouvé déçu de la politique et finalement décide de se positionner comme acteur lui aussi pour cette fois-là incarner les idées qu'il a voulu faire promouvoir dans les différentes formations politiques auxquelles il a appartenu. Donc c'est donc un acteur politique pour moi qui est un homme de conviction et qui maintenant aujourd'hui veut implémenter autre chose. J'ai partagé un plateau avec lui dans une télévision de la place et j'ai pu voir en lui une réelle volonté de donner une place à l'opposition camerounaise qui aujourd'hui sert simplement de sous-fifre. Il a envie de donner une dimension à l'opposition au Cameroun qui est celle de véritables forces de proposition et non de collaboration. Donc pour moi, c'est quelqu'un, un politicien avéré et qui à chaque fois sait se redonner une nouvelle jeunesse dans son combat. Et voilà donc retour sur ce plateau. Célestin Djamène, c'était Bertrand Oona, journaliste, et qui est également à la tête d'une radio de la place, Royal FM. Alors, vous avez le sentiment qu'il a un peu compris votre parcours quand vous l'écoutez? Il a remarqué que j'étais un homme politique de conviction. Et ce que je ne cesse de dire, je n'ai pas besoin de le dire, parce que j'agis, les autres apprécient. Mais j'ai envie de vous rassurer que Bertrand a tout à fait raison de le souligner. Je suis un homme politique de conviction parce qu'on ne peut faire de la politique que par conviction. Sinon, on va vendre des ordinateurs ou, je ne sais pas, les avocats, je ne sais quoi d'autre. Quand on entre, quand on adhère dans un parti politique, on adhère de manière individuelle et libre. Parce que vous pensez que ce parti-là incarne le mieux vos idéaux. Donc vous adhérez. Il faut y croire donc. Il faut avoir de la conviction. Quand on y arrive pour les questions alimentaires, mais très rapidement, on est déçu évidemment parce qu'on vient chercher. Un parti politique n'est pas une entreprise commerciale. Pourtant, vous avez été déçu, vous aussi, au MRC. Vous n'êtes pas allé là-bas pour des raisons alimentaires. Jamais de la vie. Dans aucun parti politique. Justement, quand je me rends compte qu'il y a une dérive, il y a une dérive complètement hallucinante, que les gens ignorent ce qu'on appelle même idéologie, je ne peux plus faire chemin ensemble. D'autant plus que si cela vient de la tête du parti, parce qu'on peut avoir des beaux idéaux sur le papier, mais si les pratiques politiques au quotidien dénotent de ce qu'on s'est prescrit comme idéologie, alors là, il y a anguille sous roche. Et dans ce cas-là, il faut dénoncer. On va prendre une autre réaction de quelqu'un qui vous connaît, qui vous Mais je n'ai pas eu le 8-2 au SIF, il faut bien le rappeler. Hein. Je n'ai pas eu le 8-2, je suis parti de moi-même. Alors, on va prendre notre réaction. Mais avant, Bertrand Oona avait également une question à vous poser à l'issue de son propos. Voilà, on va écouter la question. Alors maintenant, j'ai une question pour Célestin Djamène. Célestin Djamène, après donc ces échecs, après le constat de ce que l'opposition au Cameroun a d'une certaine façon trompé le peuple et travaillé en faveur du pouvoir RDPC en place, dites-nous, est-ce que vous êtes venu, est-ce que vous avez décidé de vous positionner comme le président d'un parti politique pour aussi négocier votre part dans ce marché que le RDPC passe toujours avec l'opposition au Cameroun? La question de M. Oona. La politique n'est pas un marché. La politique, c'est la meilleure expression de la charité humaine. Ça relève de la foi dans ce qu'on fait, de l'amour pour son pays, pour sa patrie. Ce n'est pas un marché. Il ne faut pas utiliser les mots à tort et à travers. Justement, c'est aux antipodes du marché. Mais beaucoup en font un marché. D'où mon dégoût pour certains hommes politiques. Parce que la politique a de la noblesse, une certaine élégance, et même, je dirais même, une dignité. Par conséquent, quand on y entre, on se donne
corps et âme. On n'y compte pas ses heures. Comprenez? Je ne suis pas là pour me positionner. D'abord, je suis dirigeant d'un parti politique qu'on doit respecter. Nous avons un projet de société, les gens en prennent compte, s'en saisissent, adhèrent ou non. Et au moment des élections, on fait valoir nos arguments. Nous pensions qu'à l'heure actuelle au Cameroun, on a la meilleure offre, si je vous dis, politique possible. Donc, je voulais dire qu'il ne faut pas qu'on présente aux Camerounais la politique comme une affaire de business. Non, bien sûr, beaucoup en font une affaire de mafia, de business. Ça n'est pas ça la politique. La raison, c'est que les jeunes se désintéressent de ça parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas concernés. Que même leur vote ne servent à rien du tout. Comprenez? Donc c'est pour ça qu'il faut aller à l'essentiel. On écoute cette autre réaction. Cette fois, je pense que c'est un ancien camarade de parti qui va s'exprimer. Célestin Djamène a été un des acteurs politiques que j'ai rencontrés dans le SDF, avec qui j'ai eu beaucoup de proximité. Nous avons eu un même intérêt pour la bonne santé du SDF et nous avons ensemble œuvré pour que très tôt les gens sachent que en réalité le SDF n'allait pas bien. Tous les deux, nous n'avons pas été compris et le SDF se trouve dans la situation difficile où il est aujourd'hui. Célestin Djamène, je considère que c'est une précieuse ressource humaine pour l'opposition camerounaise. C'est un homme qui est sincère dans sa lutte. Je n'ai pas vu en lui ce que je retrouve chez beaucoup de militants de l'opposition d'une manière générale et du SDF singulièrement, des gens qui utilisent le parti pour leurs ambitions personnelles. Célestin Djamène a été quelqu'un qui, par la force de son intellectualité, sa bonne instruction, sa connaissance des affaires du monde, était quelqu'un de précieux qui donnait au SDF plus que le SDF ne pouvait lui en donner. Je considère que tous ceux qui ont manœuvré pour l'amener à quitter le SDF ont causé un grand tort au SDF. Cependant, je considère que Célestin Djamène n'a pas été assez pragmatique en comprenant que quitter un parti politique pour aller dans un autre parti politique dans le champ politique camerounais aujourd'hui n'est pas efficace. Ça ne permet pas à l'acteur politique qu'il est ou que je suis de continuer à présenter un profil respectable. Je l'avais dissuadé d'aller au MRC, il ne m'a pas compris. Célestin Djamène n'est pas tribaliste. Il vole au-dessus des considérations ethniques, sauf que il s'entête à ne pas comprendre que le Cameroun et la politique au Cameroun doit tenir compte de la diversité ethnique et doit intégrer le fait que chaque groupe communautaire a une place dans le pays. Et voilà donc pour cette réaction de Abel Elimbi-Lobé, votre ancien camarade du Social-démocratique Front, mais aussi partie de cette formation politique, qui estime qu'on n'a pas été très pragmatique à comprendre que quitter un autre parti politique pour un autre dans le contexte camerounais, ce n'est pas efficace et ça ne rend pas crédible l'acteur. Oui, vous savez, d'abord, Elimbi-Lobé, c'est d'abord plus qu'un camarade. Un ancien camarade, c'est un ami personnel. Je connais sa famille, j'y vais et on aborde des sujets extra-politiques. Donc c'est pour vous dire que c'est d'abord un ami. Maintenant, je pense qu'il faut d'abord respecter la stature de leader d'opinion d'Abel Elimbi-Lobé. Parce que c'est quelqu'un qui parle avec ses tripes, avec toutes ses convictions, quitte à ce qu'il soit moqué ou raillé. Donc c'est un homme de conviction, je dois le dire. Et j'apprécie infiniment ces amabilités qu'il m'indique concernant le pragmatisme.
je dois dire que chacun a sa vision. Moi, j'ai pensé que le SDF était en train de couler en 2015. Je l'ai annoncé au chairman lui-même parce que je m'étais rendu compte de l'absentéisme des présidents régionaux de l'extrême nord, la Damawa, du Grand Nord en général, et même de l'Est. Il a balayé ça d'un revers de main. J'ai dit qu'à ce rythme-là, nous allons périr. Aujourd'hui, le SDF est quasiment cadavérique, il faut bien le dire, avec toute l'amabilité que j'ai pour ce parti qui m'a formé. Mais il n'est pas méchant de faire des constats. Aujourd'hui, ils sont à 5 députés. Qu'en sera-t-il en 2025? Auront-ils 1, 2 ou 3? Je n'en sais rien. Peut-être plus. Hein. Je leur souhaite le meilleur. Mais au vu de ce qui se passe aujourd'hui, la courbe va décrescendo, il faut bien le dire. Maintenant, le pragmatisme politique. Moi, je crois au pragmatisme politique. Et c'est bien pour ça, justement, que APAR est né. Parce que les tâtonnements, les erreurs à répétition de certains leaders politiques ont confisqué, pris en otage l'espoir de changement, l'espoir d'alternance. Et ce sont justement ces comportements-là qui ont éloigné les Camerounais de la chose politique. J'ai envie de la restaurer. Et c'est la raison, Albertine, pour laquelle je parle de restaurer les valeurs républicaines. Si nous apprenons à ne tolérer les uns les autres, quelles que soient nos divergences de vue, ce qui peut arriver, même chez les jumeaux, ils ne sont pas d'accord sur tous les sujets, ça peut arriver. Et moins encore, plus encore dans une famille biologique. Donc, c'est pareil dans une famille politique. Apprenons à nous respecter, parce qu'en vérité, c'est le débat qui va porter la vérité. Quand il n'y a pas de débat politique, il y a gouroutisation d'un parti, il y a fanatisation d'un parti politique. Ça devient dangereux, ça devient une question familiale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'être un pays divers. Profitons-en. On est le seul pays en Afrique sur le plan culturel et géographique, même climatique, à être un concentré d'Afrique. C'est une chance divine. Moi, je crois en Dieu. D'aucuns diront que je n'ai pas mélangé les affaires de l'été et celles de Dieu. Mais Dieu est mon souffle. Et j'essaie de le mettre au cœur de mes activités politiques. Célestin Djamé, on va terminer cette rubrique avec cette dernière réaction. Je pense qu'il s'agit encore d'un autre ancien militant, ancien camarade. Il va refermer donc cette rubrique de ce qu'il pense de vous. Que M. Célestin Djamé est un homme politique qui a mené des combats dans l'opposition camerounaise depuis la France jusqu'au Cameroun avec le parti auquel il avait adhéré, le SDF, et puis le MRC. Mais pour, je vais dire, être dans l'opposition et mener des grands combats dans une vraie opposition au Cameroun et dans le contexte qui est le nôtre, c'est assez difficile. Je peux comprendre pourquoi il a craqué, je vais dire, le fait de quitter le MRC parce que le MRC a refusé justement de participer au double scrutin législatif de 2020, février 2020. Donc, on peut comprendre sa gêne et puis qu'il n'a pas adhéré à cette décision du directoire du MRC. Mais maintenant, je voudrais lui poser une question. Est-ce qu'il n'est donc pas venu dans le MRC par opportunisme? Est-ce qu'il n'était donc pas tout simplement un militant opportuniste parce qu'il a adhéré quelques mois avant l'élection présidentielle? Il savait bien que le MRC a une très grande assise dans la ville de Douala et donc je pense que il savait très bien que si le MRC participe aux municipales et aux législatives et s'il est donc candidat pour le compte du MRC, il aura beaucoup de chances de s'en sortir, que ce soit aux municipales ou aux législatives dans la ville de Douala. Donc la question que je lui pose, est-ce qu'il n'était pas un militant opportuniste dans le MRC? Partisans du mouvement pour la renaissance du Cameroun et qui vous pose la question. Vous êtes arrivé dans ce parti quelque temps avant les élections présidentielles. Vous saviez que le parti, vous l'avez dit vous-même, était au pic de sa popularité et peut-être que vous êtes arrivé parce que vous pensiez justement profiter de cette popularité pour avoir un mandat dans la ville de Douala. Est-ce que ce n'était pas ça votre plan? Vous savez, depuis que je suis rentré
au Cameroun, ma chère Albertine, je suis très sollicité par le RDPC pour adhérer au RDPC. J'avais donc une élection, une fonction garantie si j'y allais. Il eût été plus simple et plus facile pour moi d'aller au RDPC et m'assurer un poste de maire. Du saut du SDF au RDPC, on ne vous aurait peut-être pas pardonné cela, mais c'est non, je parle de la question de l'opportunisme politique. Encore que, il faut définir ce qu'on appelle l'opportunisme politique, parce que des fois, il faut savoir saisir des bonnes opportunités pour son parti et pour son pays. Il ne faut pas confondre. Si l'opportunisme est considéré, défini comme de la roublardise et, comment dirais-je, on va dire, la prostitution politique, on se vend au mieux offrant, dans ce cas-là, c'est pervers. Il faut condamner vivement. Mais si l'opportunisme, c'est une manière de trouver chez l'adversaire la faille et de saisir l'occasion au compte de son parti et pour son pays de faire avancer les choses, c'est une bonne chose. Tantôt, je vous disais que j'ai eu la porte ouverte pour le RDPC, puisqu'on m'a sollicité, et avec beaucoup d'argent. J'ai décliné parce que je crois en mes convictions. C'eût été très facile pour moi de devenir maire de n'importe quelle ville en acceptant d'être militant du RDPC. Donc, je ne sais pas ce que les gens racontent. Je ne sais pas ce qu'ils racontent. Donc, en vérité, c'est cette pénurie d'arguments, ces lacunes, ce manque de formation politique qui fait dire aux gens tout et n'importe quoi. Célestin Djamène sait très bien que quand il vient au MRC, j'ai lu le projet de société du MRC, qui était totalement différent de celui du SDF, qui était en train de se mourir. J'y ai cru. Et c'est pour ça que j'ai adhéré. Maintenant, je l'ai désigné tête de liste. Évidemment, c'était pour conquérir, au nom de mon parti, la fonction de maire pour le parti. Comme quelqu'un voulait conquérir et tout dit pour le compte du parti et pour le compte du Cameroun. Donc c'est pour dire que il faut essayer d'être moins réducteur et moins rabougri dans sa pensée. Et de se dire que, quand on entre en politique, c'est un combat qu'on mène. Quand vous pensez que, on ne peut pas dire à la fois que, ah tiens, il y avait une fraude massive annoncée, on n'aurait même pas eu 2 mairies et 2 députés, et en même temps que j'allais pour conquérir, pour des raisons opportunistes, le poste de maire. C'est complètement contradictoire. Donc ça n'a pas de sens. Je pense que, Alberti, c'est très important, il faut rappeler à nos jeunes sympathisants ou militants politiques qu'il faut s'éduquer. Chez nous, chez APAR, on a mettre en place dans 2 semaines le Brainstorming Academy qui aura pour vocation de former les militants politiques. Parce qu'il est important qu'on ait de la matière quand on rentre en politique. C'est très important. Je crois que le Cameroun, la politique, c'est du sérieux. Il faut donc se mettre à pied et de se dire pourquoi je m'engage en politique et pour quelles sont les idées pour lesquelles je me bats. Alors après cette rubrique qui s'est donc refermée à ce qu'ils pensent de vous, c'est Saint-Jamel. Notre passage obligatoire, c'est avec vous de revoir un peu quelques sujets d'actualité qu'on va décrypter ensemble. Et on va commencer par un qu'on a commencé à aborder ici, celui d'actualité au sein du Social Democratic Front. Vous le savez, le chairman John Fondi a annoncé il y a plusieurs semaines qu'il allait se retirer de la politique, ce qui a c'est ce qu'on observe, créé comme une sorte de guéguerre de succession dans ce parti-là, avec 2 militants, cadres d'ailleurs, qui s'affrontent de manière ouverte depuis quelque temps. Yoshua aussi, député à l'Assemblée nationale, mais qui est également premier vice-président du parti, a évité de justesse d'être mis suspendu, ou alors avec ce fameux article 8.2. Comment est-ce que vous appréciez tout ça? Est-ce que ça fait partie de ce que vous aviez vu avant de partir de ce parti, de ce déclin-là? Comment est-ce que vous appréciez toute cette actualité autour du SDF aujourd'hui? Je pense que, quelles que soient les qualités d'un parti politique, il ne peut être exempt de tout reproche. Moi, j'ai passé 22 ans de ma vie au SDF, où j'ai milité avec le cœur et avec mes tripes. Donc, permettez-moi de dire que j'ai un peu d'expérience et un peu de connaissance de ce parti politique. Ce qui se passe, c'est que nous avons donc un président, qui est un grand président, John Fondi, qui dirige encore ce parti, qui au mois de février 2021 avait annoncé son prochain départ, sa retraite politique. Il a même ajouté en disant qu'il ne sera pas candidat à la présidence du parti. Du coup, ça a suscité des envies, naturellement. M. Nietzsche, qui a fusionné en
2017, me semble-t-il, avec le SDF. Il a dissous son parti pour fusionner avec le SDF. Croit que si le chairman n'est pas là, son heure est arrivée. Évidemment, il a en face de lui le premier vice-président qui, après l'année passée aux États-Unis par le chairman pour cause de maladie, était président de fait du SDF, puisqu'il parlait au nom du SDF, il faisait tout pour le SDF. Et il se trouve que les deux sont députés. Eh bien, ils se guettaient donc. Il s'est trouvé qu'il y a eu une lettre des députés américains qui faisait un peu allusion à certains exilés camerounais à Washington ou à Boston, je ne sais plus très bien. Il y a donc eu une réplique des députés camerounais. Pas des députés du SDF ou du RDPC, des députés camerounais. Ne dit-on pas qu'on est député de la nation? Donc, le président Joshua aussi s'est joint à ces lettres des députés camerounais pour répliquer aux députés, aux congressmen américains qui n'ont pas de leçon à donner aux Africains, je le précise. Et malheureusement, son camarade, l'honorable Nietzsche, s'est plongé sur ça pour effectivement tirer sur son camarade. Ce que je n'ai pas apprécié, c'est le manque d'élégance. Parce qu'en vérité, on peut être, même dans un même parti, on peut être à couteau tiré, on peut être divergent sur certains points, mais pas au point de traiter en plein Mondovision, en pleine radio, sur un plateau de télévision, son camarade de Tintin ou de mafieux, parce que ces mots ont été entendus sur une radio concurrente à Douala. Ça, c'est pas très élégant. Et quelle image on donne de nos enfants qui veulent un jour adhérer à la politique? C'est pas une bonne image. Aujourd'hui, c'est une question interne au SDF. Le chairman a dit que le comité régional du littoral n'avait pas, bien sûr, option à exclure un membre du NEC. Bien sûr que le président Joshua réside à Douala, il est député du littoral, Douala 1er, dont vous ressentez plus précisément, mais ce n'est pas une raison pour le SDF littoral d'exclure le premier vice-président. Sur la forme, c'est recevable, c'est sûr, mais sur le fond, ce n'est pas possible. Je crois d'ailleurs que le chairman a confié l'affaire à un comité de juristes internes au SDF qui lui ont remis le rapport, et c'est sur la base de ce rapport qu'il a décidé, que le NEC a décidé en tout cas. Donc sur le plan statutaire, les choses sont claires. Joshua aussi reste député de la nation, et bien entendu, premier vice-président et militant du SDF. Maintenant, il faut savoir, sur le fond, ce parti politique, je l'ai dit tout à l'heure, est un parti qui bat de l'aile, est à un stade quasi cadavérique. Ça ne m'empêche pas de dire mon analyse et mon constat sur le fonctionnement de ce parti qui relève de leurs compétences, parce qu'en vérité, c'est l'actualité, donc on en parle en tant que fait d'actualité. Je ne rentre pas dans les histoires de partis politiques, puisque j'ai le mien, mais puisqu'on parle d'actualité, je crois que la politique a besoin d'oxygène. La politique a besoin d'être considérée différemment. Et c'est la raison pour laquelle APA apporte un autre mode de fonctionnement, une autre manière de faire la politique. De façon générale, on reproche souvent aux leaders d'opposition de prôner l'alternance à la tête de la nation, mais de ne pas briller par l'exemple. Il faut le dire. Est-ce que vous pensez que l'alternance à la tête des partis politiques est un gage d'efficacité, est un gage de performance de ces formations politiques? Moi, je crois que ce n'est pas une doctrine absolue. Il ne faut pas être non plus partisan comment dirais-je, d'un système nombrilique qui consisterait à dire que, effectivement, il faut faire la rotation, le rotationnisme coûte que coûte. Si il y a une démocratie interne qui fonctionne, parce que la base du pouvoir, c'est le peuple, si le peuple et des militants décident de vous conduire, de vous reconduire, de vous reconduire à la tête du parti, évidemment, vous avez une certaine légitimité, bien entendu. Et surtout, si on a en vue... Ça vaut aussi pour l'État? Ça vaut pour l'État, encore que pour l'État, il y a des soupçons de fraude. Mais là, laissons de côté le débat. Parce que nous, ce qu'on nous battons pour un code électoral meilleur, transparent, une élection fair play, où tout est clair et transparent, ce qui n'a pas toujours été l'apanage, tout au moins des LECAM, puisqu'ils sont censés être indépendants. Revenons un peu sur les partis politiques et les démocraties internes. Par exemple, au SDF, je me souviens très bien, il y avait ce qu'on appelait les primaires. Ça veut dire que dès lors que les militants vous avez donné l'onction, ipso facto, vous deviez être candidat officiel du parti. Si vous avez, comment dirais-je, traversé toutes les étapes régionales et départementales, eh bien, au NEC, à la convention du parti, vous devrez être candidat à ce poste-là. Voilà ce qui se passe, c'est la démocratie interne. Donc, moi, je dis donc, l'alternance, c'est une chose, mais pour y penser, il faut aussi une alternative
en tout cas sur le plan de l'État. Si vous voulez simplement le changement bien Moscou, il y a quoi derrière? S'il n'y a pas maïs devant, il ne peut rien se passer. Il faut préparer les hommes, des femmes, et en plus un menu, ça s'appelle une alternative pour changer le pays. Qu'est-ce que vous proposez de mieux que ceux qui sont sortants? C'est ça qui intéresse les gens. Parce que quand un jeune vient vers vous, il se forme. Mais une fois qu'il est formé, qu'est-ce qu'il a comme menu? Qu'est-ce que vous lui proposez comme menu, comme alternative? Vous voulez changer d'homme ou de tête, ou est-ce qu'on veut changer de politique? Le vrai changement, c'est de changer la politique, la façon de gouverner. Il y a un gros problème de gouvernance, effectivement, depuis des lustres dans ce pays. On a vu la lutte contre la corruption, on a vu le président de la République qui se pose quasiment en opposant contre son gouvernement, et à juste titre, parce qu'en vérité, on a vu à l'occasion du Covid-19 un comportement totalement inacceptable de la part des personnes à qui le chef d'État fait confiance, qui ont détourné des milliards de francs CFA destinés à la lutte contre le Covid. Et les gens, entre-temps, en mouraient. Donc, moi, je dis qu'il faut une certaine éthique en politique. Donc, à part, milite d'abord, premièrement, pour l'éthique en politique. Bien sûr qu'il fait partie des valeurs républicaines, naturellement. Donc, moi, je dis que ce combat interne au SDF, c'est un combat qui leur appartient. Mais je crois que si le chairman a décidé de renoncer à briguer un mandat au sein de son parti, bien entendu, je pense qu'il y a des primaires au sein du SDF, ça n'a pas beaucoup changé. Je n'ai pas le sentiment que les statuts ont changé. Et à ce moment-là, eh bien, il y aura des candidats et les militants vont trancher à un congrès extraordinaire ou un congrès ordinaire. Parlons de l'alternance à la tête des partis politiques. Comment ça va se passer à part? Vous avez votre mandat de président, il est de combien de temps? Il y a des statuts qui préconisent qu'il y a des conventions tous les 5 ans. Donc, tous les 5 ans, le parti aura l'occasion de se réunir en congrès et de réorienter sa politique, évidemment, de changer les dirigeants des différents organes du parti. C'est aussi simple que cela. Donc, pour l'instant, on est en train de mettre sur pied les organes de base, si j'ose dire, et ça va plutôt bien. Alors, l'autre sujet d'actualité que l'on aimerait aborder ce soir avec vous, M. Sébastien Djamène, c'est, vous avez certainement entendu parler de cette autre attaque d'une représentation diplomatique du Cameroun à l'extérieur, cette fois en Belgique. Les membres de la BAS, désormais assez connue, la brigade anti-Sardina, ont donc pris à partie des employés de cette institution pour dénoncer le fait qu'on ait arrêté au Cameroun de jeunes gens qui avaient fait une vidéo pour se fendre en insultes contre des membres du gouvernement et même le président de la République. Comment est-ce que vous avez apprécié cette autre actualité, cette autre attaque d'une institution camerounaise à l'extérieur du pays? Il faut dire que ces jeunes estiment qu'aujourd'hui, la jeunesse est muselée, qu'elle ne peut pas s'exprimer, puisque, faisons la petite histoire derrière, le jeune s'insurgeait contre justement ces détournements de la gestion des fonds, dans la gestion des fonds Covid. Et justement, ces éléments de la base estimaient qu'on n'avait pas à arrêter ces jeunes qui ne se sont exprimés, qui n'exprimaient que leur frustration dans cette vidéo. Je crois que les insultes à l'égard des personnes dépositaires d'une charge publique sont sanctionnées par le code pénal. Donc, c'est une sanction pénale, un comportement d'infraction qui est défini par la loi et qui doit être assorti d'une sanction. Maintenant, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on vole un œuf et qui, dans le même temps, dans la même société, on assassine des gens, qu'on doit absoudre les voleurs d'œufs d'eux, parce qu'il y a des assassins, il y a plus grave. Non, tout ceci est prévu par nos textes de loi, comprenez? Même l'insulte, la diffamation est poursuivie par le code pénal, et évidemment, on doit les poursuivre. On ne doit pas s'abstenir de le faire parce qu'il y a des gens qui tuent dans la société. Non, ça n'a pas de sens. Maintenant, sur les ambassades, je suis convaincu que, effectivement, il y a ce qu'on appelle le respect de l'image du Cameroun. Parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est que j'ai dit d'emblée dans cette émission qu'on peut contester un système, on peut contester un gouvernement, même de manière véhémente, mais on ne peut pas s'en prendre au symbole de l'État. On ne peut pas s'en prendre aux institutions. C'est ce que j'ai dit quand je commençais cette émission. Une ambassade appartient à quel parti politique? À quel parti politique appartient une ambassade? Ça n'appartient par définition à aucun parti politique. Ça veut donc dire que c'est une institution. On peut s'en prendre au système politique, on peut dénoncer avec toute la vigueur un système politique, une pratique politique, un acte gouvernemental. L'ambassade, c'est pour tous les Camerounais, qu'on soit MRC, qu'on soit UPC, PCRN, ADD, je ne sais pas de quel parti politique. C'est la maison des Camerounais. Vous faites du mal à qui quand vous vous attaquez à une ambassade?
On fait du mal à qui lorsqu'on gifle un président de la République, lorsqu'on lui colle une baffle? Non, quand on colle une baffle, bon, d'abord c'est un acte individuel, isolé, je suppose, tous les Français ne sont pas, d'ailleurs les Français l'ont condamné dans leur majorité, c'est un acte individuel. Et je crois que la personne est aujourd'hui détenue dans la prison de Paris, dans une prison à Paris. Donc ça n'a rien à voir. Tant les activistes dénoncent, nous sommes parfois avec eux parce que les thématiques sont légitimes. Mais de là à attaquer une ambassade, leur propre maison, ça tombe sous le sens. Et ça me paraît tellement ignoble. Imaginez que demain, j'ai envie de faire une carte consulaire ou un passeport camerounais. Je n'ai pas envie de retourner au Cameroun pour le faire. Je dois donc me diriger vers une ambassade qui est ma maison, même si je suis opposant. Donc, il faudrait qu'on m'explique quelle est la portée de s'attaquer à une ambassade. Non, ça c'est condamnable. Bien sûr, le jeune qui insulte le président de la République, non, il ne faut pas laisser prospérer ce genre de comportement. Il est en droit de dire, Monsieur le Président, vos actes, vos décrets sont malsains parce que ça détruit le tissu social du pays. Il n'a pas besoin, je ne vais pas citer les mots qu'il a prononcés qui sont d'une trivialité absolument imprononçable, mais ce que je veux dire, c'est que cette dérive des jeunes aussi, quelque part, ne peut pas être justifiée par ce délitement ambiant de la société. Il faut condamner ça. Si on a envie de restaurer les repères moraux dans la société, il faut apprendre à recadrer les jeunes. Ce qui n'empêche pas, quand il y a des abus du gouvernement, de le dénoncer aussi. Moi, je ne fais pas d'amalgame. Quand il y a un acte pervers d'un gouvernement, on le dénonce avec force et conviction. Mais quand un jeune dérive, parce que personne n'aimerait qu'un chef d'État dans le monde soit, comment dirais-je, insulté. Moi, j'ai été virulent vis-à-vis du chef de l'État à une certaine époque, et encore aujourd'hui, c'est l'occasion s'en présente. Mais je n'insulte pas l'institution. Le président de la République est d'abord une institution. Demain, ça ne sera pas toujours Monsieur Paul Biya, comme ça a été Monsieur Ahidjo, qui n'est plus là aujourd'hui. Demain, tout le monde passera, mais le Cameroun demeurera, et la présidence de la République demeurera. Donc, si vous insultez un individu croyant insulter, si vous insultez l'institution croyant insulter l'individu, ben vous vous trompez. Il faut rappeler aux jeunes qu'il y a une manière de dire les choses. On peut dire qu'on est mécontent de ce qui se passe dans le pays. Monsieur le Président, vous faites fausse route. Même Monsieur le Président, je vous respecte en tant qu'institution. Alors, on va continuer de décrypter l'actualité avec cette autre rubrique. C'est d'ailleurs la dernière de ce programme. C'est la rubrique La Une de l'invité. On va vous présenter quelques-unes, parutions de ces derniers jours. Et vous allez choisir celle qui vous parle le plus. Vous la commenterez comme vous voulez, un peu comme le font un peu ceux qui s'adonnent souvent à cet exercice lors des revues de presse. On va prendre La Une de l'invité. Voilà, merci à la réalisation. Nous avons Info Matin, Tuerie dans le Nozo, l'ONU épingle les sécessionnistes, ou encore cette info qui s'intéresse à la Confédération africaine de football. Va-t-elle lever les incertitudes? Vous le savez, les émissaires de la CAF viennent d'achever une visite au Cameroun dans un contexte où on hésitait un peu, contexte où on se pose un peu les questions sur l'effectivité de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. On a encore Cameroun Tribune, Nord-Ouest-Sud-Ouest, c'est qui la vraie menace au dialogue? Réalité plus que ceux qui sont contre le fait que le Cameroun accueille la CAN libère le pays, ou encore émergence, les frais de visa s'envolent. Quelle est la ligne qui vous parle, Célestin Diabet? Tous les sujets sont alléchants, mais je pense que j'accorde beaucoup plus d'importance à la crise sociale, la crise anglophone. Certains médias y reviennent. Je crois que c'est vrai qu'on parle du dialogue, c'est très important. Et donc, vous allez choisir quelle une? Mais écoutez... Celle du Nord-Ouest, celle du Cameroun Tribune, par exemple? Je vais choisir celle d'Info Matin. D'accord, Info Matin. Voilà. Parce que les tueries, on va dire, c'est une espèce de guerre civile dont on a affaire depuis maintenant pratiquement 4-5 ans. Eh bien, quand on écoute, quand on regarde nos frères d'expression anglaise, ils sont plus victimes de sécessionnisme que ne le sont les francophones, c'est évident. À partir de là, il faut savoir de quoi il s'agit. Il y a des groupuscules anglophones ou ambazoniens qui se sont érigés en véritables délinquants de haut vol, en véritables bandits, sans aucune idéologie, même plus sécessionniste. Donc ils arnaquent, ils estorquent des fonds, ils prennent en otage des commerçants, ils demandent des impôts de guerre, etc., etc. Ils s'enrichissent sur le dos des pauvres gens et qui paient un prix fort.
Donc évidemment, on n'a pas besoin de l'ONU pour stigmatiser ces sécessionnistes. Je rappelle d'abord que la sécession n'est pas une option chez APA. On ne peut pas accepter sous aucun prétexte la division du Cameroun. En 1922, à l'époque 1914, à l'époque allemande, le Cameroun avait plus de 800 000 km². Avec la Northern Cameroun qui a rejoint le Nigeria en 1961, après les accords de Fumban, on a été réduit à pratiquement 475 000 km². Quel Camerounais lucide peut de nouveau accepter la division même d'1 millimètre du Cameroun? Donc la question de la sécession est nulle et non avenue. Non, il y a beaucoup de gens qui flirtent avec ça. On a vu des radios et des télévisions à Douala qui flirtent avec les sécessionnistes, ce qui est un acte de, je dirais même de haute trahison, tout au moins un acte qu'on doit sanctionner. On a vu certains opposants flirter avec la sécession. C'est inadmissible. Donc l'ONU vient après nous pour dire que les sécessionnistes tuent. Oui, ils tuent. On n'a pas besoin de le démontrer, ça se voit tous les jours. Bien sûr que l'armée fait son travail, parfois des abus. Rappelez-vous, il y a tellement d'abus que l'État lui-même a convoqué en justice ses propres agents, éléments. Le massacre de Garbou, l'État a intenté justement, n'est-ce pas, un procès contre les militaires. C'est pour vous dire à quel point l'État aussi tient compte des exactions sur le terrain qui viendraient de ses rangs. C'est pas moi qui le dis, c'est une réalité. Donc, ça n'empêche de constater que les sécessionnistes font beaucoup de mal à nos compatriotes d'expression anglaise. Il faut le dire. Nous n'accepterons jamais la partition sous quelque prétexte que ce soit du Cameroun. Et que ceux qui flirtent avec ce genre d'idéaux ou de postures se démasquent maintenant. Et je ne comprends pas ce laxisme de l'État. Que ce soit les médias, que ce soit les hommes politiques d'opposition, qui essaient de tourner autour du pot, de faire comme s'ils avaient raison de demander la partition du Cameroun, il faut les interpeller. On n'admettra jamais que le Cameroun soit divisé une fois de plus. On peut être contre le système, je l'ai dit à plusieurs reprises ici, mais la répétition, c'est la mère de la pédagogie. Je le redis, je le répète 1000 fois. Nous ne négocierons jamais avec ceux qui ne se considèrent pas comme Camerounais. S'ils veulent discuter, dialoguer, bien sûr, il faut leur ouvrir la porte. Mais tant qu'ils campent sur des positions de partition, de sécession, il est hors de question qu'on discute avec des gens qui veulent deux Cameroun. Nous sommes pour un Cameroun. Si jamais nous arrivons à la fin de cette émission, quelques secondes encore peut-être pour vous laisser dire un mot sur votre nouveau parti politique et peut-être vous adresser à vos militants et futurs militants. Oui, je voulais dire qu'il faut faire confiance à APA. Par sur de simples paroles, nous serons jugés au pied du mur. Mais d'ores et déjà, je peux leur dire aujourd'hui que APA incarne, et vous le verrez de plus en plus, la nouvelle opposition face à la vieille opposition. Nous incarnons un souffle, une ère, un paradigme nouveau dans la manière de faire la politique et dans les options politiques. Quand on parle par exemple de couverture maladie universelle, c'est parce que nous croyons qu'un Camerounais reste un Camerounais. Il vaut mieux qu'il soit en bonne santé pour être productif pour le Cameroun. Donc qu'on soit salarié ou chômeur, tout Camerounais, toute Camerounaise aura son assurance couverture maladie universelle. Deuxième point, l'unité nationale, on en parlait. Il faut mettre de côté les considérations régionalistes et communautaristes. Le Cameroun a la chance d'être divers comme nation. Profitons-en. Ce n'est pas un facteur de division, mais c'est une occasion d'unité. Donc soyons unis. On a besoin de conquérir, pas seulement l'Afrique, mais le monde. Le Cameroun a des talents incroyables. On le voit dans la diaspora partout. Troisième élément, on a besoin d'harmoniser un système judiciaire. On ne peut pas comprendre, pour finir, qu'il y a dans la partie Nozo la common law, et ici, dans le sud, le centre littoral, la civil law. On est une république. Une république a besoin d'un seul système judiciaire. Je termine en disant, arrêtons de livrer nos entreprises stratégiques aux étrangers. Le transport, les mines, l'or, le diamant, et je me réjouis d'ailleurs de la création de la Sonamine, n'est-ce pas, créée par le président, parce qu'en vérité, enfin, on va pouvoir transformer nous-mêmes nos matières premières, l'explorer et surtout la commercialiser. C'est très important. Donc il faut que nous retrouvions des valeurs africaines et notamment camerounaises si on a envie de décoller.
et surtout être tolérants entre nous. Il y a beaucoup de défis au sein de APA. APA mérite le détour. Nous avons un siège social à Douala, comme vous le savez. Ceux qui veulent s'enquérir des options concrètes de APA, ils n'ont qu'à y venir. Ils vont adhérer et ensemble, on va construire un nouveau et beau Cameroun. Merci Célestin Djamène pour cet échange, j'allais dire à part. À part, entièrement à part. C'est la fin de ce programme. Merci d'avoir été avec nous. Restez en compagnie des programmes de Big News One. Bonne fin de soirée à tous.